Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours portant sur le programme d'histoire de la classe de 5e. Nous allons aujourd'hui traiter une partie du thème 3, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde. En particulier, nous allons travailler sur ce chapitre 2 de ce thème, humanisme, réforme et conflits religieux. Lors du cours précédent, nous avions vu qu'au XVe siècle, l'Europe vit une réelle rupture dans son histoire, qui ouvre sur une nouvelle époque, l'époque moderne. Cette époque moderne débute par le temps des grandes découvertes, ce qui bouleverse les certitudes des savants européens, ainsi que les connaissances dans le vieux monde. Nous allons voir que ce vieux monde est peu à peu critiqué et les certitudes de l'époque sont remises en question, qu'elles soient scientifiques, artistiques ou religieuses. Cette série de vidéos va s'attarder sur ces changements et ces remises en question, ainsi que sur les conséquences sur la vie des individus. La problématique qui va nous guider dans ce chapitre est la suivante: quels sont les bouleversements culturels et religieux au XVe-XVIe siècle? Dans la vidéo du jour, nous allons voir quel est le fondement de ce changement chez les savants, en étudiant l'humanisme. La prochaine vidéo traitera du lien entre l'humanisme et la Renaissance artistique, et la dernière sera consacrée aux conséquences religieuses de ce changement avec les réformes et les conflits religieux. C'est parti, grand 1, l'humanisme à l'époque moderne. Nous l'avons rappelé en introduction, le XVe siècle, c'est le temps des grandes découvertes et de la redécouverte des savoirs antiques, avec la chute de Constantinople en 1453. De nombreux hellénistes, arabisants et hébraïstes arrivent en Europe et permettent une redécouverte des savoirs antiques. Cette redécouverte emmène les savants plus loin que les savoirs proposés par les universités tenues par l'Église. Dans les universités de l'époque médiévale, les savants cherchaient à prouver l'existence de Dieu et ses manifestations, et ils cherchaient aussi à savoir ce qu'il se passait après la mort. Ce sont donc des questions profondément religieuses qui étaient traitées. Nous allons voir que des savants des 15e, 16e et 17e siècles changent complètement de sujet de recherche et vont s'intéresser à une seule chose, l'homme. L'homme dans la société, et savoir comment l'homme peut faire progresser la société. D'abord, comme à chaque fois que nous rencontrons un mot complexe et nouveau, demandons-nous quelle est l'origine de ce mot humaniste. Dans l'Italie du XVe siècle, des savants qui enseignaient les lettres et les sciences étaient appelés les humanistas. Ils enseignaient la grammaire, la rhétorique, l'histoire, la poésie et la philosophie. Ces disciplines sont appelées les bonae literae à l'époque, on peut traduire comme les belles lettres. Et à ces savoirs littéraires étaient ajoutées des disciplines plus concrètes, appelées arts libéraux, comme l'arithmétique et la géométrie, qui forment vos mathématiques actuelles, ou encore l'astronomie. La somme de tous ces savoirs enseignés par les humanistas était censée perfectionner les individus et les rendre vertueux, c'est-à-dire capables d'affronter toutes les épreuves de leur vie. Finalement, l'homme parfait des humanistes, c'est celui qui sait tout et qui maîtrise tous les savoirs. Donc si on définit humaniste plus simplement, c'est un savant qui vit entre le XVe et le XVIIe siècle, qui étudie les œuvres antiques et qui met l'homme et le progrès de l'humanité au centre de ses préoccupations. Ces savants travaillent sur plein de sujets différents. Certains humanistes sont spécialisés dans la philosophie antique, d'autres dans l'anatomie, quand d'autres s'intéressent aux étoiles. Le point commun entre tous ces individus, c'est la relation qu'ils entretiennent à l'Antiquité, au savoir et aux lettres. Nous allons voir quelques exemples de savants humanistes avant d'étudier ce qui les unit. Commençons par l'humaniste le plus connu et reconnu de son temps, Érasme. Ce chanoine, c'est-à-dire un moine savant, est considéré comme un des plus grands humanistes. Il est l'un des penseurs de ce mouvement. Il a parcouru l'Europe pour enseigner son savoir et rencontrer de nombreux savants. Il est critique envers l'Église, dans son éloge de la folie, et il présente le bon gouvernant dans l'institution du prince chrétien. Ce traité et cette critique marquent la politique dans l'Europe moderne. Très attiré par les textes antiques comme tous les humanistes, il traduit et fait publier des textes anciens. En 1522, il fait publier sa traduction de l'Ancien Testament, qu'il traduit du grec au latin, et sa traduction est très éloignée de la Vulgate, qui était la Bible reconnue par l'Église au XVe siècle. Elle est plus fidèle au texte original et suscite de nombreuses oppositions dans l'Église. Nous le verrons dans le prochain cours, sa traduction est en partie à l'origine de la division de l'Église. Nous pouvons évoquer deux scientifiques humanistes qui sont également opposés à l'Église, Nicolas Copernic et Galilée. Le premier, Copernic, est un astronome polonais, qui au fil de ses recherches a émis l'hypothèse que la Terre tournerait autour du Soleil. Sa théorie révolutionnaire est appelée l'héliocentrisme. Elle s'oppose à la théorie du géocentrisme défendue par l'Église qui affirme, et surtout défend, l'idée que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Par peur de l'Église, Copernic publie sa thèse en 1453, juste avant de mourir. Il ne peut donc pas subir le même sort que Galilée. Galilée était un mathématicien qui parvient à développer la lunette astronomique quelques dizaines d'années après les théories de Copernic. Avec cette lunette, il observe pour la première fois les astres en 1609, et au fil de ses observations, il parvient à confirmer les théories de Copernic.
En 1632, il fait publier Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic. Dans cet ouvrage, il oppose les systèmes géocentriques et héliocentriques, et il affirme ensuite que le modèle découvert par Copernic est le bon. La réaction de l'Église est immédiate. Galilée est envoyé devant le tribunal d'inquisition, appelé aussi Saint-Office. Ce tribunal est chargé d'enquêter sur la compatibilité d'un comportement ou d'une idée avec la religion. Et dès la publication, le Saint-Office reproche à Galilée d'avoir cru à une doctrine fausse et contraire aux Saintes Écritures, c'est-à-dire contraire à la Bible. Face à la menace de la torture, Galilée cède à la pression et lors de son procès, il abjure, c'est-à-dire qu'il rejette l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. Il admet ensuite le géocentrisme prôné par l'Église. Les découvertes ne sont pas seulement autour des astres. Les humanistes, qui tentent de mieux connaître les hommes, se lancent dans l'anatomie pour expliquer le fonctionnement du corps humain. Un des plus grands anatomistes de son temps est Vézal. Il fait publier en 1543 un traité d'anatomie où il décrit, partiellement certes, le fonctionnement du corps humain avec un ensemble d'illustrations. Mais cela lui permet d'être reconnu. Il devient médecin de Charles Quint et ses travaux sont reconnus dans l'Europe entière. Il se rend notamment au chevet d'Henri III qui a été mortellement blessé à l'œil. Ses recherches permettent de soigner, mais elles servent également aux artistes qui se servent de l'anatomie pour coller à la réalité. Coller à la réalité des hommes en soignant les expressions du visage, en soignant les mouvements du corps, mais aussi en soignant l'expression des sentiments dans les œuvres d'art. Coller aux sentiments, c'est quelque chose que l'on trouve partout chez les humanistes et que l'on trouve également dans la musique. Dès le XVe siècle, la musique évolue et les artistes cherchent à exprimer des sentiments. La musique est encore essentiellement chantée, la voix est donc l'instrument le plus utilisé, et elle est employée pour exprimer collectivement les sentiments présents dans le texte. On parle de polyphonie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voix utilisées. Et vous allez le voir dans cet extrait musical, vous verrez que les voix, en tant que telles, racontent une histoire. Venons-en finalement à ce qui unit ces savants qui s'intéressent à un ensemble de savoirs et domaines très différents. Le lien entre tous ces humanistes, c'est l'usage des lettres. Lettres dans les deux sens du terme. En plus de leur langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue qu'ils utilisent tous les jours, qu'ils parlent dans leur pays, aujourd'hui ça pourrait très bien être le français pour vous, ou l'anglais, l'espagnol, ils maîtrisent tous le latin, qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. Le latin est une langue universelle, un peu comme l'anglais aujourd'hui, et grâce au latin, ils échangent de nombreuses lettres pour échanger leur savoir. Cet échange est une véritable rupture par rapport au Moyen-Âge. Ils se servent également du latin pour écrire des ouvrages, qui sont diffusés partout grâce au développement de l'imprimerie et du caractère mobile de Gutenberg. Grâce à cette technique, il est beaucoup plus simple de copier un livre et donc de le diffuser aux autres savants. Grâce à ces nombreux échanges, c'est une véritable société savante qui naît au XVe-XVIe siècle. Ces savants font des recherches et échangent à propos de leurs découvertes. Ces savants sont présents partout en Europe, mais ils sont présents en particulier dans ce qu'on appelle le berceau de la pensée humaniste, c'est-à-dire de l'Italie au pays du nord de l'Europe. Nous en sommes arrivés à la fin de cette leçon sur l'humanisme et ses origines. Lors du prochain cours, nous étudierons ensemble le lien entre l'humanisme et la Renaissance artistique, en faisant un peu d'histoire des arts. Merci de votre écoute et à bientôt.